Bon début de week-end à tous et merci de suivre ce journal sur BSC TV. Encore des sanctions contre les personnalités RD congolaises. L'Office américain du contrôle des avoirs étrangers a sanctionné 3 hauts responsables de la RDC, dont Corneille Nangaa et Norbert Basengezi de la CENI. À cet effet, les actifs de ces personnes se trouvant en Amérique sont bloqués et les personnes vivant aux États-Unis sont interdites d'effectuer des transactions avec elles. Et puis, les routes de Kinshasa font progressivement peau neuve grâce aux travaux de réhabilitation lancés suite au programme d'urgence 100 jours du président Félix Antoine Tshisekedi. Ces travaux qui visent à moderniser et rendre saines les routes de la capitale congolaise soumettent la population à des graves embouteillages. Un mal à prendre en patience car le changement exige des sacrifices. Célébration de la journée internationale de l'eau ce 22 mars 2019. Cette 26e journée est célébrée sous le thème « Ne laissez personne de côté ». Une occasion aussi de relever les difficultés de desserte en eau potable en RDC. Cette dernière qui a refusé d'ailleurs de signer en avril 2018 le protocole de l'accord sanctionnant le sommet du fond bleu du bassin du Congo consistant à remplir le lac Tchad à partir des eaux du fleuve Congo. Conformément à l'ordre exécutif 1341 tel que modifié par le décret 13671 qui autorise des sanctions à la lumière d'actions ou de politiques qui sapent les processus ou les institutions démocratiques en RDC, l'Office du contrôle des avoirs étrangers, OFAC en sigle du ministère du Trésor américain, a sanctionné 3 hauts responsables de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Corneille Nangaa Yobelwa, président de la CENI, Norbert Basengezi Kantitima, vice-président de la CENI, et de son fils Marcelin Basengezi Mukolo, conseiller à la CENI. Selon le communiqué signé par Sigal Mandelker, sous-secrétaire au Trésor américain chargé du terrorisme et du renseignement financier, cette action fait suite à la corruption persistante de hauts responsables au sein de la CENI et l'ancien gouvernement de Kabila en RDC pour entraver et retarder les préparatifs en vue d'élections crédibles et inclusives. À cet effet, tous les actifs de ces personnes se trouvant sur le territoire américain sont bloqués et il est généralement interdit aux personnes vivant aux États-Unis d'effectuer des transactions avec elles. Les USA disent être du côté du peuple congolais qui s'est rendu aux urnes le 30 décembre 2018, mais qui malheureusement estime que la CENI n'a pas reflété sa volonté exprimée. Dans une interview accordée vendredi 22 mars à la radio France Internationale RSI, Marie-Ange Mushobekwa, ministre congolaise des droits humains, a regretté les tueries de Yumbi qu'elle a qualifiées d'horribles. Elle a affirmé que les auteurs de ces tueries, qui sont loin d'être un motif de fierté pour la République démocratique du Congo, ne resteront pas impunis. Certains acteurs politico-administratifs locaux ont instrumentalisé ces conflits à des fins politiques, quelles que soient les fonctions de personnes qui ont été impliquées dans ces massacres, elles seront poursuivies et condamnées sévèrement, et d'ajouter que la sanction sera sévère et à la hauteur du crime qu'elles ont commis. S'agissant de la libération de certains prisonniers dont Franck Diongo, Firme Yangambi et Diomi Ndongala, la ministre a affirmé saluer leur libération par la grâce présidentielle. Quant aux personnes qui restent encore dans des prisons, Marie-Ange Mushobekwa a assuré travailler avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme pour essayer d'identifier les personnes qui ne méritent pas de rester en prison afin qu'elles soient libérées. Concernant les assassins du feu, le président Laurent Désiré Kabila, qui reste en prison, la patronne des droits humains en RDC a indiqué que les personnes libérées l'ont été de suite de la grâce présidentielle et non pas par la volonté de la ministre des droits humains. Les cadres de la CENI, les membres du gouvernement et ceux du CENSA se fixent rendez-vous le lundi 25 mars dans l'immeuble de la territoriale à Kinshasa. Cette réunion s'inscrit dans les cadres de la tripartite prévue par l'accord du 31 décembre 2016. Les membres de ces institutions vont évaluer les processus électoraux et y formuler des recommandations. Selon certains experts en matière électorale, ces assises viennent à point nommé car le processus électoral est en panne depuis la dernière réunion interinstitutionnelle à l'issue de laquelle le chef de l'État a décidé de suspendre de l'installation du Sénat et du report à plus tard de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Ces experts estiment que cette tripartite va influencer les restes du processus électoral étant donné qu'une évaluation aura lieu, sera suivie des recommandations qui seront adressées au gouvernement, au président de la République et à la Commission électorale nationale indépendante.
La tension était vive et l'atmosphère surchauffée ce vendredi 22 mars dans l'avant-midi dans la partie nord de Goma où la population en colère a manifesté contre le meurtre de 3 personnes tuées le jeudi 21 mars dans la soirée par des hommes armés non identifiés à Bouéné dans le groupement de Moningui. La situation a dégénéré quand les manifestants charriant les corps des victimes en direction de la morgue de l'hôpital général de Goma ont rencontré une barrière de la police au niveau de la station Moutinga. La police, qui n'a pas autorisé les passages de la foule en furie, a tiré des coups de feu en l'air auxquels les manifestants ont répondu par des projectiles. Au moins 2 blessés ont été enregistrés et plusieurs interpellations réalisées. Les manifestants sont rentrés à Bouéné avec le corps des personnes tuées. Jusqu'en début d'après-midi, la tension est restée vive de la station Moutinga en passant par les quartiers Majengo jusqu'à Bouéné dans les Nyangangongo. Plus de véhicules avec plaque d'immatriculation bâchée, avec gyrophare ou avec sirène sur toute l'étendue de la capitale Kinshasa. Cette décision est du numéro 1 de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, qui l'a annoncé le jeudi 21 mars sur des ondes de la radio Top Congo, à l'issue de la réunion qu'il a tenue avec les responsables des commissariats et sous-commissariats de Kinshasa. En ce qui concerne les véhicules munis de gyrophares, le chef de la police de Kinshasa a aussi annoncé que cette mesure s'applique également aux corbillards pourvus de sirènes, avant d'avertir que c'est à partir de lundi 25 mars que ces mesures entreront en vigueur avec arrestation immédiate des récalcitrants. Par ailleurs, le général Silvano Kasongo a aussi annoncé que la traque des faux éléments du bureau 2 va également se poursuivre. S'agissant des bandits urbains dits Kuluna, le patron de la PNC a indiqué que l'opération a été actualisée et qu'il est en possession de la cartographie de ces bandits. Quant à l'assassinat du chauffeur à Kinshasa par un policier, Silvano Kasongo a annoncé l'ouverture de l'enquête pour retrouver l'assassin du chauffeur. Il a à cet effet lancé un numéro vert qui est le 090 39 820 39 pour que toute personne ayant des informations sur l'assassin puisse les communiquer à la PNC. En ce qui concerne les retraits des gardes policiers aux particuliers, le général Silvano Kasongo a annoncé que c'est ce vendredi 22 mars que l'opération a débuté. Bientôt, les victimes de spoliation des terres seront remises dans leurs droits. Cette décision est du ministre actuel des Affaires foncières Emmanuel Ilunga qui l'a annoncé jeudi 21 mars 2019. Et pour faire le suivi de cette décision, le patron des affaires foncières a créé une commission dénommée Etienne Tshisekedi qui va travailler pour remettre les citoyens qui ont vu leurs maisons et parcelles injustement spoliées de rentrer dans leurs droits. Par ailleurs, le ministre Emmanuel Ilunga a demandé à ceux des citoyens qui ont construit sur les emplacements publics les caniveaux de l'État, sur les charges de l'État, de détruire par eux-mêmes leurs constructions pour laisser les caniveaux libres. Ce, pour éviter les inondations intempestives à Kinshasa. Mais si ces citoyens refusent, elles seront détruites par force et les frais de destruction reviendront à leur charge et la justice suivra son cours, a-t-il déclaré. Emmanuel Ilunga a demandé également à tous ceux qui, de manière injuste, ont pris les biens des autres, de parcelles et des maisons, de bien vouloir eux-mêmes rendre ces biens. Car, selon lui, si la justice donne raison aux victimes, non seulement l'offre de justice leur seront imputées, mais ils seront également poursuivis par la justice. L'épidémie d'Ebola touche la ville de Bunia, dans la province de Ituri, en République démocratique du Congo. Une fillette de 6 mois est morte d'Ebola dans un centre de santé de Selenyama, à une dizaine de kilomètres au nord de Bunia. Ainsi, la ville de Bunia enregistre son premier cas d'Ebola en dépit des actions de prévention menées par Médecins sans frontières dans cette localité depuis novembre 2011. La nouvelle donnée par des sources médicales a été confirmée par le gouverneur intérimaire de la province d'Ituri, Pacifique Keita, rapporte la radio Okapi. Selon un communiqué du ministère congolais de la Santé, ce bébé qui constitue le premier cas d'Ebola à Bunia fait partie de 610 décès sur les 980 cas enregistrés causés par l'épidémie de fièvre Ebola. Ainsi, les observateurs émettent des doutes sur le traitement soumis aux malades d'Ebola en RDC, vu que certains médecins blancs ayant contracté cette fièvre en RDC sont plus tard guéris en étant soignés chez eux.
Plusieurs acteurs de la ville de Kinshasa font progressivement peau neuve grâce aux travaux de construction et réhabilitation lancés par le chef de l'État Félix Tshisekedi et dirigés par l'Office de voirie et drainage. Évoluant dans un grand succès, ces travaux de réhabilitation sont remarquables dans plusieurs tronçons stratégiques de la capitale congolaise. Ces travaux de réhabilitation se réalisent sur la route université qui longe vers le commune de Kalamunga-Bamakala, à côté du boulevard Triomphal, vers l'entrée de l'avenue Chaillot dans la commune de Kasavubu et ailleurs à Kinshasa. Comme prévu dans le programme établi par le président Tshisekedi, ces travaux ont une durée de 100 jours afin de rendre modernes et saines les différentes routes mal en point ayant subi l'épreuve des intempéries. Ces travaux se poursuivent de par la ville de Kinshasa et ailleurs, soumettant la population congolaise en général, quinoise en particulier, aux embouteillages observés ça et là dans les principaux acteurs de la ville et les routes secondaires. Un mal à vivre avec philosophie car bientôt la fin des travaux et le retour à la situation normale. Ne laissez personne de côté, tel est le thème de cette journée mondiale de l'eau qui se célèbre le 22 mars de chaque année à travers le monde. Cependant, en République démocratique du Congo, toutes les populations n'ont pas accès à l'eau. À Kinshasa, au quartier GB, quelques familles affirment avoir régulièrement l'eau chez elles et jugent de bonne qualité l'eau que dessert la régie des eaux. C'est pas parce que koto yo mai ils ont la qualité bien et puis la qualité bien, sauf que ceux qui de fois équei tant ekoya et ça moi couleur moko ya bien té mais ils a bien to melana biswango sans problème. De son côté, ce jeune Quinois affirme également avoir régulièrement accès à l'eau, mais se soucie des populations d'un bon nombre de quartiers de la capitale congolaise qui utilisent encore l'eau de puits et des citernes. Normalement, selon moi, c'est une autre qualité. Et puis, je n'ai jamais vu les gens réclamer ça. C'est juste que beaucoup de gens préfèrent prendre l'eau minérale. Que certains estiment que l'eau qui sort des robinets, ce n'est pas l'eau d'une bonne qualité et tout ça. Mais normalement, c'est une bonne eau. Il y a des gens qui souffrent pour de l'eau, de tout ça. Il y a des gens qui boivent de l'eau, qui boivent de l'eau de puits, qui sort de puits et tout ça. Par ailleurs, il s'y est signalé que 2,1 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable chez elles, selon les statistiques de l'UNESCO. En Afrique, nombreux sont les pays où cette denrée essentielle de la vie manque. Avec un potentiel de 52% d'eau douce, la RDC, cette nation au cœur de l'Afrique, est sujette à une nouvelle guerre des convoitises de ces eaux. Au mois d'avril de l'année dernière, le Congo-Kinshasa a même refusé de signer un protocole d'accord sanctionnant la fin du premier sommet du Fonds bleu de bassin du Congo, consistant à remplir le lac Tchad à partir des eaux du fleuve Congo. À l'instar des autorités, ceux Quinois interviewés par votre télévision refusent le transfert des eaux du Congo aux autres pays. Il faut servir avant tout chez nous, avant de penser aux autres, a-t-il dit. Avant de commencer ailleurs, il faut commencer d'abord chez nous. Il faut que tout le monde soit servi et puis après, on peut voir d'abord ailleurs. Il vous souviendra que c'est depuis le 22 décembre 1992 que l'ONU a adopté la résolution 47/193 déclarant le 22 mars de chaque année Journée mondiale de l'eau. Celle-ci est entrée en vigueur une année après, soit en 1993. Essentielle pour la vie, l'eau constitue le 6e objectif du développement durable de l'ONU d'ici 2030. Place à présent au rappel de principaux titres. Encore des sanctions contre les personnalités RD congolaises. L'Office américain du contrôle des avoirs étrangers a sanctionné 3 hauts responsables de la RDC, dont Corneille Nangaa et Norbert Basengezi de la CENI. À cet effet, les actifs de ces personnes se trouvant en Amérique sont bloqués et les personnes vivant aux États-Unis sont interdites d'effectuer des transactions avec elles. Et puis, les routes de Kinshasa font progressivement peau neuve grâce aux travaux de réhabilitation lancés suite au programme d'urgence 100 jours du président Félix Antoine Tshisekedi. Ces travaux qui visent à moderniser et rendre saines les routes de la capitale congolaise soumettent la population à des graves embouteillages. Un mal à prendre en patience car le changement exige des sacrifices. Célébration de la journée internationale de l'eau ce 22 mars 2019. Cette 26e journée est célébrée sous le thème « Ne laissez personne de côté ». Une occasion aussi de relever
des difficultés de desserte en eau potable en RDC. Cette dernière qui a refusé d'ailleurs de signer en avril 2018 le protocole d'accord sanctionnant le sommet du fond bleu du bassin du Congo consistant à remplir le lac Tchad à partir des eaux du fleuve Congo. C'en est fini pour ce journal. Mesdames, Messieurs, passez un excellent week-end en notre compagnie. Mesdames et messieurs, lisons et résumons ensemble le journal en ligne paru ce vendredi 22 mars 2019. Forum des As donne l'ego en titrant « Avec la libération des Diomi d'hier, plus des figures emblématiques encore en prison ». Enfin, l'opposant Eugène Diomi Dongala peut désormais humer de l'air frais. Depuis jeudi 21 mars, il a quitté sa cellule de l'ex-prison centrale de Makala pour son domicile familial. C'est donc un Diomi en liberté conditionnelle de sa sortie des murailles blanches d'œufs de la très redoutable et grande concession de la commune de Selembao. Le président national du Parti démocratie chrétienne, DC en sigle, a été escorté par une foule importante de ses militants et sympathisants. Face à la presse qui a cherché à lui tirer le verre du nez aussitôt qu'il sortait de la prison, Diomi Dongala a qualifié des nuls et des nuls effets les restrictions énumérées par le ministre de la Justice et garde de Sceaux. Il a déclaré dans une très brève déclaration à l'espace village Yamasolo dans la commune de Selembao. Ces conditions sont nulles dans la mesure où elles violent le droit le plus fondamental d'un être humain. Nous avons un jugement international qui a tranché sur ces dossiers. La RDC a bel et bien été condamnée et ce jugement est exécutoire conformément à l'article 215 de notre Constitution. Comme garant de la Constitution, le chef de l'État actuel qui veut bâtir un État de droit doit faire respecter les accords internationaux, a-t-il déclaré. Le leader de la démocratie chrétienne indique par ailleurs que les années passées en prison sont loin de l'affaiblir. Aussi promet-il de reprendre sans tarder ses activités politiques et de faire de la lutte contre le prisonnier d'opinion son cheval de bataille. Conscient que sa libération n'est pas le fait de ses propres efforts, Diomi Dongala a remercié le président de la République Félix Tshisekedi, la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, les militants et militantes de son parti, le mouvement associatif de la société civile et tout le peuple congolais de manière générale pour leur apport et soutien moral à sa libération. Poursuivons cette revue de presse avec les sites de la radio Okapi qui renseignent RDC, les trésors américains gèlent les avoirs de Nanga, Norbert Basengezi et Marcelin Basengezi. L'Office du contrôle des avoirs étrangers, OFAC en sigle du ministère du Trésor américain, a gelé les avoirs de Corneille Nanga, Norbert Basengezi et Marcelin Basengezi, fils du vice-président de la CENI, indique un communiqué du Trésor américain publié ce jeudi 21 mars. Les trésors américains a sanctionné ces trois hauts responsables de la République démocratique du Congo pour avoir sapé le processus où les institutions démocratiques en RDC pour des actes de corruption. Les actifs de Corneille Nanga, président de la CENI, Norbert Basengezi Katintima, vice-président de la CENI, et les fils des Katintima, Marcelin Basengezi Mukolo, conseiller de haut niveau de la CENI, se trouvant sur les territoires américains sont bloqués et il est généralement interdit aux personnes des États-Unis d'effectuer des transactions avec ces personnalités, indique le communiqué. Selon les trésors américains, sous la direction des Nanga, le responsable de la CENI ont gonflé de 100 millions de dollars le coût du contrat de la machine à voter électronique dans le but d'utiliser le fonds excédentaire pour l'enrichissement personnel, le pot de vin et le coût de campagne pour financer la campagne électorale du candidat Kabila. Nanga, avec d'autres responsables de la CENI, a attribué un contrat lié aux élections et doublé le montant des subventions, étant entendu que la société gagnante attribuerait le fonds supplémentaire à une société de la RDC contrôlée par la direction de la Commission électorale nationale indépendante. Actualité.cd, lui, va dans l'essence de la sécurité et note RDC, une soixantaine de rebelles tués et plusieurs armes récupérées par l'armée à Uvira. Les forces armées de la RDC ont annoncé mercredi avoir tué 65 rebelles au cours des offensives lancées en début février dans plusieurs localités du territoire d'Uvira au sud Kivu.
Il s'agit de forces négatives nationales et étrangères actives dans cette partie du pays. Au moins 70 rebelles se sont rendus aux forces loyalistes et une quarantaine capturés lors de combats. Les opérations lancées depuis le 6 février dans sa première phase ont pour objectif de traquer tout le groupe armé, nationaux et étrangers. En termes de bilan, 65 ennemis neutralisés, 60 armes tout calibre confondus récupérées par les FARDC, 30 combattants capturés dont les nationaux et les étrangers, parmi eux 5 mineurs remis à la section enfance de la MONUSCO et 70 se sont rendus, a déclaré le capitaine Dieudonné Kassereka, porte-parole de l'opération Sokola 2 Sud Kivu. Le territoire d'Ouvira est déchiré par des violences communautaires qui ont déjà fait plusieurs dizaines de morts. Certains groupes armés accusent l'armée de soutenir le milice, des accusations rejetées par les forces armées de la RDC. Toute chose ayant un début et une fin, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de votre attention soutenue. Bonne suite des programmes sur BCTV.